Bonjour et bienvenue au Spot pour ce 4e épisode d'Afro Stories, le podcast donnant la parole aux personnes afrodescendantes de la région genevoise. Je pense que la femme que j'ai la chance d'accueillir ce soir est discrète. Bansoa Sigam et moi nous sommes retrouvés plusieurs fois, au même endroit et au même moment, par le biais de connaissances communes. Au fur et à mesure des rencontres, nous avons développé assez de sympathie mutuelle pour qu'on prenne le temps de discuter quand on se recroise dans la rue. C'est au cours d'une de ces discussions qu'elle m'a invité à The Sankofa Trilogy, une exposition d'art rassemblant des objets traditionnels africains. J'étais enthousiaste à l'idée d'y aller, même si ma famille et moi avons failli rater l'événement. C'est in extremis que nous avons rejoint le dernier groupe ayant pu bénéficier de la visite guidée de Bansoa. C'est une toute autre personne alors que j'ai découverte. À son charisme et sa sympathie naturelle s'est ajoutée une aisance dans le récit et une précision dans les faits qui lui confèrent une capacité unique d'intéresser son audience et de la plonger au cœur des traditions africaines. Nous assistions là au résultat d'années de discussions familiales, d'études et de recherches partagées avec passion et sérieux. Bansoa est une femme discrète. La pudeur dont elle fait preuve vis-à-vis de son savoir immense force l'admiration et nous incite à nous remettre en question. Que savons-nous de nos traditions, de nos pratiques sociales et spirituelles ? Que pouvons-nous transmettre à nos enfants afin de renforcer leur sentiment d'appartenance à une terre africaine qui semble de plus en plus lointaine ? Par la transmission de son savoir, Bansoa nous permet d'associer l'action à la volonté et contribue aussi au bien-être de nombreuses afrodescendantes et afrodescendants. Afro Stories est une série produite par The Spot Podcast Factory en partenariat avec la ville de Genève. Salut Bansoa, ça va ? Salut Omar, ouais, ça va bien, merci beaucoup. Bienvenue à The Spot, ça nous fait très plaisir de t'avoir ce soir, parce que c'est le soir un peu hein, quand même, on peut dire. Ouais, c'est le soir. Et pour ce nouvel épisode d'Afro Stories. Donc, Afro Stories, le podcast qui retrace le parcours d'afrodescendantes et afrodescendants habitant dans la région genevoise. Et voilà, on va partir à la découverte de Bansoa. Merci infiniment de m'avoir conviée et je suis vraiment, vraiment heureuse d'être là. Yes. Donc, je commence toujours par la même question. Et la question, c'est la suivante, c'est quelles sont tes origines et qu'est-ce qui t'amène à Genève ? Alors, je suis d'origine camerounaise, plus précisément, Bamileke. J'ai grandi à Genève. Je suis née en France, mais mes parents étaient déjà basés ici. Donc voilà, je suis genevoise depuis bébé. Et les Bamileke, est-ce que tu peux me... Est-ce que tu me dis quand même plus précisément Bamileke, ça veut dire que c'est quand même, je pense, une grande nation au sein de la nation, un grand peuple. Ah oui, t'as tout dit. C'est exactement ça, c'est une grande nation au sein de la nation. C'est une population qui vient de l'ouest du Cameroun et qui est très dynamique dans le pays au niveau économique, au niveau traditionnel aussi, qui a cette particularité de recréer son environnement culturel dans les différents lieux où il se trouve, cette population, quoi. Okay. Les Bamileke ont tendance à graviter les uns autour des autres pour vraiment pouvoir maintenir une unité culturelle. Donc c'est ce qui se passe aussi à Genève. C'est ce qui se passe aussi à Genève, oui. Ah, cool. Exactement. Et puis donc, comme tu dis, tu as grandi à Genève. Comment est-ce que ça s'est passé ton enfance ? Est-ce que tu as des souvenirs particuliers ? Bon, j'ai grandi à Genève, mais je suis une campagnarde, fière de l'être. C'est vrai, donc c'est à Aire-la-Ville. Oui, j'ai grandi à Aire-la-Ville. On dit Aire-la-Ville. Non, mais d'ailleurs, c'est un grave problème. Aïr et Aire-la-Ville sont deux endroits très différents. Ah, ok, parce qu'il y a les deux qui se disent aussi. Hein? Ok. En fait, beaucoup de gens disent Aïr-la-Ville pour parler d'Aire-la-Ville. Ok. Mais donc moi, j'ai grandi à Aire-la-Ville, donc c'est une petite campagne. À l'époque, il y avait 400 personnes dans le village. On a 3 fois plus maintenant. Ok, quand même. Donc oui, ça s'est bien développé. Mais comme je disais, campagnarde et fière de l'être, dans le sens où je suis quelqu'un qui aime la nature, la campagne. Et aussi, je dis campagnarde, c'est parce que quand tu es dans une zone rurale, de Suisse, bon, rurale, oui, techniquement, tu es facilement aussi une des seules noires
dans la région. Donc, notre famille, c'était un peu, on était les Noirs du lieu, quoi. Meet the Blacks. Exactement, The Blacks. Et ça se passait comment? C'était plutôt l'ambiance campagnarde. Moi, je vois l'ambiance campagnarde comme étant assez bienveillante et assez accueillante souvent. Est-ce que Erlaville, c'était le cas? Oui, après, si tu veux, surtout si t'es les Noirs voilà, t'es vécu et puis de cette manière-là, tu vois. Mm-hmm. Donc ça veut dire que t'es accueilli pour ta particularité, dans ta particularité. Ok. Donc moi, j'ai aussi bien grandi dans une grande famille, très entourée, etc., avec des liens aussi en dehors de mon petit village, donc voilà. T'as des frères et sœurs? J'ai des frères et sœurs, ouais, j'ai 2 sœurs et un frère, et puis j'ai aussi une fratrie un peu plus âgée, voilà, cool. Plus distante. D'accord. Puis donc, tu as fait tes études ici, et à un moment donné, tu t'es dit que c'était bien de pouvoir quitter Genève pour poursuivre tes études aux États-Unis. Oui. Enfin, c'est quoi le chemin, en fait, c'est quoi ton parcours académique qui fait qu'après, tu sautes de l'autre côté de l'Atlantique? J'avais toujours une attirance là pour les États-Unis depuis petite. Je pensais à travers les médias, à travers la musique. J'ai un grand frère aussi qui écoutait beaucoup de sons, beaucoup d'hip-hop des States. Et voilà, j'avais une attraction comme ça avec les États-Unis. J'avais assisté à un college fair. Ce qu'on appelle un college fair, c'est un endroit où tu as plein d'universités qui viennent un peu faire du recrutement pour des nouveaux élèves. Et puis mon uni était représenté, c'était à Genève. Hein. C'est dans une école privée genevoise. Et j'étais allée à ce college fair de ma cousine. D'accord. Et il y avait mon université représentée. Puis j'étais là. Ils ont vraiment fait un advertising à l'américaine où j'étais là, je veux aller là-bas. Voilà. Et voilà, et j'ai eu cette possibilité-là. Donc, du coup, je me suis retrouvée aux States. C'était quoi, comme les advertising, comme l'armée, là, We Want You, des monstres vidéo, des trucs, c'était quoi? C'était juste l'engouement des personnes qui étaient là? C'était l'engouement, c'était un immense poster avec, t'avais une Indienne, une Asiatique, plus, plus typée chinoise. En tout cas, j'avais l'impression qu'elle était chinoise. T'avais une noire, t'avais une blanche. Elles étaient en train de se tenir la main, elles couraient dans les rues. Ils sont trop forts. Ils sont trop forts. Et elles vivaient leur meilleure vie. Et j'étais là, mais oui. C'est la vie que je veux. Exactement. Oui. C'était aussi, voilà, déjà un attrait pour un peu un multiculturalisme et puis un dialogue culturel, en fait. Et je crois que je voyais ça dans cette affiche. Est-ce que tu as eu besoin de convaincre tes parents ou est-ce que ça s'est passé assez naturellement? Est-ce qu'ils ont soutenu, ils t'ont supporté dans ton idée de quitter Genève? Oui. Ouais. Oui. Oui, c'est vraiment grâce à eux. Bon, la chance que j'ai eue aussi, c'est qu'à ce même moment, ma mère, elle était partie elle partait pour faire un MBA dans une ville voisine. Donc, du coup, mais c'était qu'1 an, mais voilà. Du coup, on se retrouvait un peu ensemble aussi, dans un nouveau cadre, etc. Donc, ça allait un peu de soi, en fait. Les choses étaient assez alignées. Ouais. Et ils m'ont tout à fait encouragée. Et puis, même si c'était... Parce que j'étais quand même jeune. J'avais 17 ans quand j'ai eu le projet de partir. Et puis, mais ils étaient là pour m'appuyer. Donc, merci à eux. Merci à eux. Merci à eux. Et puis, donc, tu pars. Comment ça se passe? Tu t'acclimates assez vite à la vie sur les campus. Donc, c'est quoi? C'est Boston University? Oui, j'étais à Boston University. Ouais. Assez vite, non. Dans le sens où, en tout cas, les premiers mois, c'était hyper dur. Surtout, je croyais que j'étais anglophone depuis ici. Je pense, en écoutant des sons, puis on parle... Mais voilà, quand tu es en cours et tous tes cours sont en anglais et que tu as des profs, je sais pas, de l'Arkansas et qui parlent... et puis t'as tout type de profs américains qui viennent de partout et puis que tu es dans du real. Ouais.
Tu te rends compte que t'es pas complètement anglophone. Et donc, c'est dur de suivre. Donc, ouais, c'est vrai que mes premiers mois, c'était difficile, vraiment, au niveau académique, pour m'acclimater à une nouvelle langue et à des nouvelles matières. Aussi, voilà, la solitude, etc., de ne pas se retrouver avec ses amis, ses cercles. Et puis surtout, c'est une époque où on est tellement proche de ses potes, genre, toute sa vie tourne autour de ses amis. Donc, il y a vraiment ce sentiment, quoi. En tout cas, pour moi, c'était un peu le cas. Et je pense pour mon groupe aussi, mon cercle d'amis, c'était aussi ça. Donc, il y avait vraiment ce sentiment d'être un peu isolé de mon groupe et puis de devoir recréer un réseau. Donc ça, c'était pas évident non plus. Mais bon, au fur et à mesure, voilà, quoi, on s'adapte. Hein. L'humain s'adapte. Toujours. C'est clair. Donc, mais ça n'a jamais été difficile au point où tu te dis, ouais, j'ai envie de rentrer, enfin, peut-être sur une soirée, etc. Mais tu n'as pas eu, à un moment donné, l'envie d'abandonner, de rentrer Non, en tout cas, pas au début, dans le sens où c'était plus rapidement un engouement qu'autre chose, tu vois. Genre, une fois ce premier obstacle passé de l'acclimatation initiale, c'était la good life. Comme tu disais tout à l'heure, la vie de campus, voilà, c'est comme dans les films auxquels je me référais, si tu veux, dans mon enfance. Puis je suis là, ah oui, c'est ça la vie de campus, et puis on va dans les frat parties, et puis il y a ça, puis truc. Et puis aussi académiquement, donc je dis au niveau des études, les États-Unis, c'est vraiment particulier au niveau universitaire parce qu'ils promeuvent la connaissance transversale. Donc déjà, les premières années, tu es censé faire plein de cours différents. Okay. Donc ça t'éveille à plein de choses différentes. Tu n'es pas forcément dans un cursus comme ici, si tu veux faire médecine, tu rentres directement en médecine. En droit, tu rentres directement en droit. Là-bas, t'as un certain nombre de semestres pour choisir parmi différents majors que tu peux prendre. Et puis, si après, tu veux continuer en droit ou etc., ça sera au niveau graduate que ça se passe. D'accord. Donc, je trouve que ça, c'était... Au niveau graduate, ça, c'est au bout de 2 ans, c'est ça au bout de 4 ans. De 4 ans, ok. Donc, tu as ton degree qui est très large. En fait, les 2 premières années, freshman et sophomore year, c'est là où c'est assez large. Puis après, tu dois choisir ce qu'on appelle un major, donc ton majeur. Tu peux choisir un mineur également. Et puis après, les 2 dernières années, c'est vraiment assez axé sur ta spécialisation, en quelque sorte. Et puis c'est une fois que tu as ta licence, ton bachelor, que tu continues... Continue de manière plus précise par rapport à ce que tu veux faire au niveau grade, exactement. Ou arrêter là. Aux États-Unis aussi, il y a beaucoup cette notion de genre, tu finis ta licence et puis ensuite, tu travailles, tu voyages, tu vas faire du volunteering, tu vas faire la Teach for America, il y a plein d'options, en fait, qui t'éveillent à plein de choses qui sont autres que ce que tu fais au niveau académique. Et toi, quand tu pars, tu sais ce que tu veux faire comme étude, justement, comme major, comme minor. Est-ce que tu as déjà une idée en tête? J'avais l'idée de faire... j'avais une idée en tête. Je voulais faire neurobiologie parce que je voulais faire... en fait, j'avais cette idée de faire neurochirurgie en lien avec aussi le parcours de mon père, etc. Et... finalement, j'ai pris un cours d'anthropologie. C'était dans les humanities. Donc, tu as un set de cours dans les humanités que tu dois prendre. Donc, tu as le choix. Tu peux prendre linguistique, tu peux prendre anthropologie, tu peux prendre... Bref, il y a différents cours. Moi, j'avais pris le cours d'anthropologie parce que déjà, je ne connaissais pas le terme. Et je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est par curiosité. Et j'ai pris ce cours et j'étais là, ah ouais. Oui. En fait. Je pense bien que c'est plutôt ça. Donc, et donc c'est pour ça que j'ai fait mon major en anthropologie, etc. Ok, et ça c'est bien, t'as jamais regretté ce choix, ça s'est vraiment bien passé, c'était une université qui était réputée dans ce domaine-là? Genre, j'ai vraiment senti que c'était le choix qui me correspondait le mieux, qui correspondait le mieux à mes compétences et qui était un bon match pour moi.
Ok. Donc, c'est pour ça que je le vois vraiment comme une chance d'avoir découvert cette discipline à travers un peu le hasard, parce que j'aurais jamais de facto fait de l'anthropologie, mais de réussir à matcher mes compétences personnelles, ma personnalité avec une discipline qui requiert un peu ces compétences que j'ai. D'accord. Et là, je vais faire un peu le recruteur RH. Quelles sont tes compétences qui matchent avec de l'anthropologie? Curiosité sur les autres, bon, déjà sur l'humain en général, son fonctionnement, son comportement, les interactions entre les gens, comment les gens font communauté ensemble, comment les gens agissent, se mettent des règles, en fait, comment les systèmes s'autorégulent à travers les êtres humains et à travers leur culture. Je trouve passionnant, en fait. Je suis curieuse de l'autre, je suis curieuse des modes de mise en communauté et de faire sens de communauté. Ah ouais, c'est clair. Donc l'anthropologie, c'est vraiment, grosso modo, l'étude de l'humain. Si tu veux, dans son acception culturelle, matérielle, de quelle manière est-ce qu'il matérialise sa culture, de quelle manière est-ce qu'il la transmet, de quelle manière est-ce qu'il utilise la culture pour faire du lien, faire sens de la vie, régler des codes, etc. Ok. Et puis, c'est hyper vaste comme sujet. Est-ce que justement dans la multitude d'angles que tu peux prendre pour pouvoir traiter ce sujet, est-ce que c'était très généraliste ou est-ce que ça s'est centré sur des groupes de population, je sais pas, en Asie, plutôt en Afrique, plutôt ou c'était une progression chronologique? Comment ça se passe? Non, c'est une excellente question. Après, je crois que ça dépend pour qui. En tout cas, pour moi, c'était déjà un intérêt personnel encore une fois, matcher ma discipline avec mes intérêts. Qu'est-ce qui faisait sens? Qu'est-ce que j'avais besoin de comprendre aussi? Et puis, c'était au niveau de l'Afrique, c'était au niveau de mes origines, c'était au niveau de la matérialisation de la culture, de l'histoire africaine. Et donc oui, je me suis aussi, du coup, dirigée plutôt dans l'optique du musée, pour faire sens un peu de la culture matérielle. Donc, centré sur l'Afrique, sur l'optique du musée, est-ce que quand tu termines ton master, J'ai fait mon bachelor là-bas. Ton bachelor, ouais, quand tu termines ton bachelor, tu reviens... Oui, après je suis revenue en Suisse. Bon là, justement, je t'avais dit à la base que je voulais faire neurochirurgie. Oui. Basée sur... un peu, bon, déjà, j'ai vraiment ce lien hyper fort avec mon père. J'avais ce lien hyper fort, mais que je pense que j'ai toujours. Et depuis que je suis petite, je dis toujours je veux faire comme lui, je veux faire comme lui. C'est un médecin. Et puis, mais je veux faire comme lui, mais aller un peu plus, quoi. Faire un truc. Il était chirurgien, moi, je vais être neurochirurgienne. C'est vraiment... Et donc, oui, d'abord, je me suis orientée médecine, puis ensuite, c'est là que j'ai regardé plutôt côté de l'anthropologie médicale, quelque chose qui faisait encore plus sens pour moi que la médecine en tant que telle. Donc, un peu comment les systèmes de santé traditionnels structurent les sociétés, comment la compréhension de la médecine, la compréhension de la santé de manière holistique. Voilà, c'était un peu mes intérêts à la base. Est-ce que tu peux élaborer un peu sur ce vaste sujet? Disons, moi je suis très profane, je connais 2-3 choses que j'ai regardées sur Internet, mais est-ce que justement tu peux donner plus d'éléments concernant l'anthropologie médicale? Écoute, l'anthropologie médicale aussi, c'est une discipline qui est très vaste. C'est une approche en soi. Donc, par exemple, tu peux traiter des questions
de fécondité, tu peux traiter des questions aussi de robotique, tu peux traiter des questions, tu vois. Ouais. Donc, en tout cas, ce qui m'intéresse le plus, mais je ne suis pas restée au niveau de l'anthropologie médicale, mais ce qui m'intéresse le plus, c'est de savoir comment est-ce qu'on conçoit la médecine, le fait de guérir, de soigner de façon holistique, ce qui n'est pas quelque chose qui est séparé de la vie humaine. Donc, il y a déjà la conception que la maladie, c'est un déséquilibre. Ouais. Et guérir, c'est rétablir une harmonie. C'est rétablir un équilibre. Donc, l'équilibre, il peut être au niveau physique, mais il peut aussi être au niveau spirituel. Ouais. Donc, c'est un peu allier les différents mondes, le monde du visible, le monde de l'invisible, réharmoniser ces mondes-là pour pouvoir faire sens de la maladie et pour pouvoir pousser vers une guérison. Ce qui m'intéresse le plus, c'est de savoir comment est-ce qu'on conçoit la médecine, le fait de guérir, de soigner de façon holistique, ce qui n'est pas quelque chose qui est séparé de la vie humaine. Donc, il y a déjà la conception que la maladie, c'est un déséquilibre. Ouais. Et guérir, c'est rétablir une harmonie. C'est rétablir un équilibre. Donc, l'équilibre, il peut être au niveau physique, mais il peut aussi être au niveau spirituel. Ouais. Donc, c'est un peu allier les différents mondes, le monde du visible, le monde de l'invisible, réharmoniser ces mondes-là pour pouvoir faire sens de la maladie et pour pouvoir pousser vers une guérison. Et dans certaines cultures, c'est pas indépendant de la religion, c'est pas indépendant du fonctionnement de la société. C'est pas catégorisé comme, voilà, il y a la médecine, et puis je pense que c'est cet aspect un peu intégratif que je trouve passionnant à explorer. Et est-ce que ça entrait en opposition avec une approche plus rigoriste de la médecine? Est-ce que peut-être ton père a eu? Alors, non, pas du tout. En tout cas, pas dans mon... Ce que je veux dire, c'est que je ne suis pas du tout une tradithérapeute et pratiquante ou guérisseuse dans le sens de, voilà, il faut rétablir l'harmonie. Mais l'anthropologie médicale est dans le concept, c'est l'étude de comment est-ce que les gens font sens. Donc, il y a des tradithérapeutes, il y a des guérisseurs qui sont eux les spécialistes sur la question de comment ça se fait. Voilà. Et par rapport à mon père, lui, sa conception de la médecine, c'est vraiment une conception qui... Tout ce qui est bon pour guérir le patient doit être utilisé et doit être utile pour le patient. C'est vraiment l'axer, le cibler sur le patient. Et il y a différentes composantes, mais je veux dire... Lui, c'est quelqu'un qui était formé à couper dans la matière, en sens un chirurgien, mais qui ne va pas du tout dénigrer la phytothérapie ou bien les tradithérapeutes, parce que chaque personne est un individu qui a besoin, qui est dans un environnement particulier et qui a besoin de thérapie adaptée à lui, dans son environnement. Ça ne vient pas en opposition, quoi. C'est complémentaire. C'est complémentaire. Et donc, tu reviens à Genève et est-ce que tu passes directement à la phase des études, la thèse, le doctorat, ou est-ce que entre deux tu t'impliques dans les musées? Comment ça se passe en fait quand tu rentres? C'est une très bonne question parce que jusqu'à ce que je commence une thèse, il y a beaucoup d'années qui ont passé. J'ai entre-temps fait un master en anthropologie. Après, j'ai fait un master en muséologie. J'ai travaillé dans 2 musées. Des musées d'ethnographie, donc où il y a des collections africaines. Et puis, c'était à partir des collections... En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que mes parents, ils ont créé une collection d'œuvres africaines anciennes en Europe. Donc, ils n'ont pas ramené des choses d'Afrique ici. Ils ont créé ici. Et puis, du coup, moi, voilà, j'ai grandi dans ça. Toute ma vie, c'est
c'est un peu le terreau dans lequel j'ai grandi. Et donc, d'où mon intérêt pour cette question-là. Il y avait le fond, avec la compréhension des cultures, et il y a la forme, avec la matérialité à travers la collection et à travers les collections de manière générale. Et donc, voilà, il y a aussi les débouchés pour les anthropologues. À l'époque, c'est beaucoup les musées. Parce que les musées d'ethnographie, d'anthropologie, etc. Et c'est pour ça que je me suis aussi tournée vers le musée pour me dire, genre, ah ok, comment aussi mettre à contribution mes connaissances, comment apprendre plus d'une perspective, parce qu'il y a à apprendre plus aussi des producteurs, des personnes qui conçoivent ces choses, des personnes qui les ont créées pour les mettre, pour les utiliser comme liant social, comme manière de faire société, comme manière de faire sens de l'harmonie d'un groupe. Donc, tu parles des personnes qui ont créé, donc qui ont matérialisé quoi, plutôt des masques ou des statues, c'est ça que tu dis? Oui, absolument. Oui. Bah, alors, il y a masques, il y a statues, il y a régalia aussi. Il y a tout ce qui est de l'attribut du pouvoir des souverains. Donc, ça peut être autant des objets d'apparat que des objets de fonction, ou bien voilà, des sceptres, des parures, des bijoux. Donc, tout ça fait partie en fait de la culture matérielle de population qui te permettent d'avoir un peu plus d'idées sur la conception du pouvoir, de la souveraineté que ces populations avaient. Tu vois. Toi, tu as grandi là-dedans. Est-ce que tu avais déjà des connaissances qui étaient transmises par tes parents, tu vois, juste de manière informelle, ils t'expliquaient d'où venait ce masque, qu'est-ce qu'il... Et ensuite, ça s'est remonté par ton passage au musée d'ethnographie et puis ton master. Enfin, oui, exactement. Exactement. En fait, oui, on m'a toujours inculqué, appris qu'est-ce que c'était, mais clairement, il y a une recherche à faire. Et chacun doit faire sa recherche. Et en fait, j'ai plus eu les clés, si tu veux, pour pouvoir faire cette recherche. Donc, et m'intéresser. C'était un peu aussi planter des graines d'intérêt pour non seulement ma culture en tant que Bamileke, mais les cultures africaines et le trait d'union qu'il y a entre ces cultures africaines et les éléments universalistes des cultures africaines en général que tu retrouves dans des sagesses du monde entier. Je pense que c'est ça surtout qui m'a été transmis. Après, les connaissances spécifiques, par exemple, d'attribution, de choses comme ça, c'est à force de voir, de lire des livres, d'être dans des musées, d'être dans les collections, de faire des recherches sur la collection, etc., qui font que tu revois les mêmes choses, tu captes au bout d'un moment. Et puis surtout, il y a des choses que, par exemple, je voyais dans la collection depuis que je suis petite, et quand je les vois dans les musées, il y a eu des recherches, par exemple, qui ont été faites dessus. Donc, voilà, je peux faire des liens, je peux mieux comprendre des choses que j'ai intégrées depuis 30 ans, tout d'un coup, font sens selon un nouvel éclairage, tu vois. Oui. Et donc, tu dis qu'il y a justement un lien entre ce que tu as pu extraire d'artefacts africains, des sagesses africaines et d'autres sagesses ailleurs. Qu'est-ce que tu pourrais partager avec nous là-dessus? Quels sont les ponts que tu as pu voir? Alors, c'est une question vraiment hyper complexe. Mais je pense qu'il y a l'élément d'unicité qui est assez transversal et assez universel. L'élément aussi des panthéons que tu retrouves, des structures hiérarchiques entre les entités spirituelles, les divinités, comment elles sont conçues,
le concept de créateur et puis de division de la création. Il y a des concepts d'harmonisation des différentes sphères, que ce soit spirituelle, physique. Je pense par exemple juste spirituel et physique. Là, je pense par exemple au yoga qu'on va retrouver en Inde et qu'on va retrouver par exemple en Égypte avec comme, si tu veux, assumption de base que voilà, la torsion aussi du corps, ça va avoir un impact. Et puis, ça, parce que c'est lié, en fait, la manière dont tu te... Les postures que Exactement. Les postures que tu fais et puis la manière dont tu les conçois. Mm-hmm. Quel impact ça a sur tes points énergétiques, etc. Wow, donc donc plus tu vas en profondeur et que tu étudies, et plus tu vois des liens entre les différentes populations et différentes civilisations, et puis ça, c'est quand même quelque chose de très fort, quoi. Et de très important à rappeler à tous les champions de la division, et puis Oui, totalement. Mais c'est vrai que le travail que j'ai fait jusqu'à présent, notamment à travers notre association Sankofa, on pourra en parler peut-être un peu plus après, mais c'est vraiment de trouver des points communs au niveau panafricain, donc dans les différentes cultures africaines. Après, tu vois, j'ai vraiment peu de connaissances sur les conceptions hindoues ou du yoga, donc je ne vais pas non plus m'étendre dessus comme si j'étais une yogi. Je ne connais pas bien. Donc c'est plus des choses que j'ai l'impression qui sont liées, mais ce que nous, on a beaucoup travaillé sur voir quels sont les points communs dans les différentes cultures africaines. Et puis avec, par exemple, les diasporas africaines d'Amérique, par exemple. Comment s'est passée ton expérience dans les musées d'ethno? Est-ce que t'étais à l'aise? Est-ce que comment ça s'est passé? Juste, je me demande. Écoute, je travaille en ce moment au musée d'ethnographie, donc. Donc je pense c'est le préambule. Ok. Écoute, je suis arrivée à un moment, on y est maintenant, à ce moment où ce qu'on appelle l'ère décoloniale au niveau des musées d'ethnographie. Donc c'est vraiment hyper intéressant et vraiment crucial d'assister à ce renouveau, si tu veux. Quand je suis arrivée en tant que stagiaire. Donc moi j'avais mes connaissances, si tu veux. Et puis j'étais aussi avec d'autres personnes qui n'avaient pas forcément le même background que moi ou les mêmes connaissances par rapport à toi, aux cultures africaines, par rapport aux collections africaines. Et donc c'était pas forcément évident de voir comment les gens se relationnaient avec ça. Quelque chose qui pour moi était de l'ordre de genre ce que j'ai vécu, toute ma vie, ce qui est pour moi de l'ordre de... c'est multidimensionnel, c'est non seulement identitaire, c'est historique, et puis c'est biographique, c'est lié aussi à mon vécu. Donc ça, je pense que c'était un des points aussi conflictuels où je vois comment est-ce que les gens se positionnent par rapport à un objet qui, pour toi, a tellement de sens de manière multidimensionnelle. Et puis, peut-être qu'eux l'approchent avec froideur. Ok, ouais. Froideur, une distance presque par moment, genre, que ça n'a pas d'importance. Un peu de dédain. Oui, ou même, genre, pas d'importance. Ouais. Alors que pour toi, c'est quelque chose qui est fondamental, crucial. Voilà. Parce qu'il s'arrête peut-être à la fonction première de l'objet, ou peut-être la première, c'est-à-dire la forme, et puis... Yes, exact. Ouais.
Il y a cet élément-là de soit s'arrêter à la forme, ou bien il y a cet élément aussi de se dire, de ne pas comprendre à quel point ça, c'est un témoin d'une histoire, d'une histoire interactionnelle, d'une histoire entre les gens, d'une histoire de lien social pour les communautés qui les ont produites, une histoire de déchirement aussi pour les communautés qui les ont plus. Voilà, il y a tout ce poids, en fait. Il y a beaucoup de poids qui va avec ces questions-là. Et c'est vrai que quelque chose qui est important pour toi, c'est dur que d'autres le balayent du revers. Exactement. Exact. Donc, c'est plus ça. Après, je pense que c'est certaines personnes. Ouais, c'est certaines personnes, certains contextes, et bref, il y a du travail à faire. Et ces personnes-là, quand tu dis certaines personnes, c'est des personnes qui ont peut-être encore la mentalité de l'ère muséale, coloniale, où il reste un peu il reste des éléments de ce type de pensée, ou ça peut même être des jeunes qui ont ton âge. Écoute, il y a les deux. Dans le sens où il y a des personnes qui vont, par exemple, si je te dis, tu fais un stage, si moi je fais un stage aux collections japonaises, j'en ai aucune idée en fait. Donc j'approche avec juste une distance de facto, et puis je suis là, voilà, si je vois sur Internet qui disent que c'est, je sais pas, un support pour haïku, je vais être là, ok, support pour haïku, tu vois. C'est un peu ce niveau de légèreté, mais ce qui est normal, dans le sens où je suis pas en train de demander que tout le monde soit spécialiste sur la question. C'est normal. Mais, donc c'est pour ça que je te dis qu'il y a certaines personnes qui peuvent approcher les choses avec légèreté, avec rigueur, rigueur par rapport à ce qui est demandé, dans le sens où tu dois avoir des informations qui remplissent certaines cases, et puis tu les fournis, puis voilà. Donc, c'est aussi une posture. Est-ce que c'est juste? Qu'est-ce qui est juste? Et qu'est-ce qui est... qu'est-ce qui est dans le juste, dans le vrai? Qu'est-ce qui est dans l'authenticité? Il y a plein de questionnements, en fait, qui se posent. Est-ce que tu as essayé de les aider à réfléchir un peu plus loin? Oui, c'est pour ça. En tout cas, j'ai l'impression. et je pense que, je veux dire, pas moi, il y a énormément d'activistes, il y a énormément de personnes de la société civile, il y a énormément de personnes du monde des musées, il y a énormément de politiques, etc., qui s'investissent de ces questions et qui font bouger les choses. C'est pas pour rien qu'on est maintenant dans une ère décoloniale au niveau muséal. C'est parce qu'il y a des gens qui ont fait que les choses bougent. Je vais pas me glorifier de ça. C'est des décennies et des décennies et des décennies de lutte de personnes qui étaient dans la revendication de leurs droits, qui étaient dans la revendication de différentes manières de faire. Les générations, elles changent. La société, elle change. Et les institutions dans la société sont des reflets aussi de comment la société, elle change. Oui, parce que c'est vrai que la manière dont on peut un peu mettre de côté, d'un revers de la main, des objets qui ont quand même plusieurs dimensions, et puis des dimensions sociales, des dimensions spirituelles, ça peut revenir peut-être à une manière de penser qu'on avait des Noirs et qui étaient dépourvus d'âme, ou qui étaient dépourvus d'une certaine hauteur spirituelle, qui de facto ne pourraient pas avoir plusieurs fonctions pour un objet, ou représenter quelque chose d'un peu plus profond. Totalement. Il y a aussi ça. Il y a aussi une des difficultés, c'est aussi de voir la manière dont certains objets sont présentés. Il y a ce qui est dit sur leur histoire qui a voix au chapitre par rapport à leur histoire. Et comment cette histoire, elle est... comment la collection est mise en récit. C'est pour ça que moi, je fais ce travail-là au niveau doctoral.
c'est de vraiment comprendre, faire sens des collections mais moi, j'aborde une perspective genre. Mm-hmm. Donc, comment la place des femmes elle est conçue et puis est créée, et comment les rapports de genre se cristallisent aussi à travers les objets. Wow. Et comment ça se passe? C'est le début. C'est le début, c'est intense, mais c'est l'énergie. C'est passionnant. Ouais. C'est passionnant. Et donc, c'est ça qui t'a aussi encouragé à... Donc, je parle de la manière dont les objets étaient... dont les œuvres étaient mises en valeur dans ce que tu as vu pendant que tu faisais des stages. Est-ce que c'est ça qui t'a incité à faire ta propre exposition? Alors ça, non, c'était vraiment parallèle. Donc, j'avais fait... Là, je donnais l'exemple d'un stage. Après, j'ai aussi été mandatée par le musée en tant que collaboratrice. Mais les expositions, c'est dans la lignée de ce que l'association, en fait, l'APA, l'Association panafricaine pour l'art, a toujours fait depuis sa création en 91. Donc, c'était vraiment la mise en place d'expositions, la valorisation de cette collection pour aussi pouvoir donner un regard de la diaspora africaine sur ce type d'objet, qui est aussi un regard qui est très rare dans le contexte européen, que ce soit au niveau des galeries ou que ce soit au niveau des musées ou que ce soit au niveau du marché de l'art. Ok. Ce qui est hyper intéressant aussi parce qu'il y a beaucoup de marchands d'art africains, mais leur voix ne compte quasiment pas, quoi, en termes d'expertise. Pourquoi tu penses que c'est comme ça? En fait, je pense que c'est lié à toute la logique du marché, toute la logique de la valeur. Comment des objets qui, à la base, sont pas faits pour être commercialisés se transforment dans un système où ils sont commercialisés. Oui. Et donc, il y a des anthropologues ou des social scientists qui ont travaillé sur ces questions, les questions d'échelle et d'échelle de marché, etc., comme Apadouraï. Et c'est de dire que, voilà, t'as l'échelle du marché qui va transformer la valeur et puis qui va faire que t'as d'autres acteurs qui viennent et puis... Voilà, les choses se négocient différemment dans différents espaces. C'est ça, en gros. Oui. Et donc, par exemple, quelqu'un qui est un marchand d'art, selon son environnement, il n'a pas le même poids que quelqu'un qui est un marchand d'art dans un autre environnement. Donc, est-ce que tu as une galerie? Est-ce que tu vends à plein palais? C'est d'autres choses. Oui. Ça dit autre chose sur ton expertise, indépendamment de ta réelle expertise. Oui. Si tu l'enrobes d'une manière un peu luxueuse, ça peut faire monter la valeur de ce que tu... Totalement. Et puis aussi par rapport à comment l'objet il est obtenu. Et par rapport aussi aux codes et aux normes du marché. Dans le sens où, si tu le fais à travers un certain type de marché de l'art, il y a certains codes, il y a certaines normes, il y a une certaine rigueur en termes de traçabilité à travers les collectionneurs. Donc ça, c'est encore une autre question. Mais de se dire, si un objet, tu connais de quelle collection il provient, qui l'a acheté à quel moment, etc. Par rapport à sa datation, tu as déjà plus d'assurance sur sa provenance. Alors que si c'est quelqu'un qui t'explique que, là, tu es laissé un peu à ton libre... à ta croyance ou pas de la personne. De la personne, oui. Donc, d'où une personne aura plus de poids que l'autre. Et donc, tu as parlé d'une association. Toi, tu fais partie de plusieurs associations. Est-ce qu'on peut en parler? Par quoi tu veux commencer? Sankofa? Yes. Écoute, comme j'avais parlé tout à l'heure de l'APA, Association panafricaine pour l'art, Sankofa, c'est la continuité de l'APA. En fait, on s'est renommé en 2019
Et on a vraiment toujours à cœur de promouvoir la créativité africaine. La créativité africaine et afrodescendante. Donc ça, c'est l'objectif. Et puis c'est un peu de mettre les créateurs au centre et non plus... l'objet n'est pas au centre, c'est plutôt les créateurs qui sont au centre. Et puis, donc on a créé ce magazine qui s'appelle La Sankosphère. Et le but, c'est aussi de valoriser les artistes locaux, afrodescendants, et puis de valoriser la créativité chez tout un chacun. Donc, il y a des artistes confirmés, mais il y a aussi des artistes dans l'âme et qui créent. Ouais. Et on leur donne un espace pour créer. Il y a des gens que on les connaît pas comme créateurs, comme poètes, mais en fait, ils en font. Ouais. Ils font de la littérature, ils font de la poésie, ils font du son, etc. Et puis, c'est aussi un espace pour les mettre en valeur. Wow. La plateforme. Et puis, vous organisez des événements aussi ponctuels? Oui. Ouais. On organise aussi des expos et vraiment, surtout, je travaille avec une équipe dans l'association multitalent, brillante. C'est des jeunes afrodescendants qui sont dans le monde de l'art. Il y a des architectes, aussi le monde du musée. Voilà, donc c'est vraiment chouette en fait. C'est vraiment un espace de co-création qui est top. Quand je suis au spot, voilà, vous connaissez la co-création stimulante, je pense que vous connaissez, c'est au spot. Ouais, c'est dans notre ADN voilà. Aussi. Ouais. Donc voilà, c'est hyper cool. Et puis on faisait c'est vrai qu'avec Covid, on s'est un peu transformé avec le magazine, surtout en lien avec le Covid. Transformé dans quel sens? C'est l'activité. L'activité. On a sorti le magazine en temps Covid. On était déjà sur quelque chose comme ça, mais voilà, ça a accéléré notre démarche pour vraiment pouvoir proposer à la scène culturelle romande quelque chose de chouette, en fait. Quelque chose d'alternatif qui pouvait être apprécié. Oui. Et comment est-ce qu'il est distribué? Est-ce que c'est vous qui faites en sorte de l'envoyer aux personnes? Est-ce qu'il y a il y a aussi des points de distribution? Comment ça se passe? Pour l'instant, on a un point de vente. On en cherche d'autres si jamais les personnes sont intéressées. Un point de vente fixe, c'est le WALAB. OK. Donc, Wax Up Africa, la boutique, WALAB. Aux grottes. Aux grottes, au 33 rue des Grottes. Et puis sinon, on est sur notre site, panafricanart.org. On peut commander la revue en version papier, en version électronique. Donc, on a deux formats, un format papier et un format électronique. Une fois que Covid sera derrière nous, ou même cette année, si Covid est à moitié derrière nous, est-ce que vous avez des projets secrets? Là, il y a un projet qui va arriver tout prochainement. On va faire un art talk avec un artiste dont l'exposition on a fait un article sur lui dans la dernière Sankosphère. Et puis, et qui a une exposition en cours dans une galerie à Lausanne. Donc, pour le moment, c'est un peu on hold, parce que c'est pas sûr certain, mais c'est un peu notre prochain projet. C'est ça. Et puis, la sortie de la prochaine revue, la numéro 8. Cool. Donc, la revue sort tous les mois? Non, elle est semestrielle. Semestrielle, voilà. OK. Et le Art Talk, c'est quoi? Le concept, c'est quoi? C'est derrière des mics ou plutôt voir des gens? C'est une discussion. C'est une discussion. C'est une discussion autour de l'expo, autour de l'artiste. Et puis, on est plusieurs. Et puis, on est plusieurs à exprimer nos voix, exprimer nos envies, notre vision de l'exposition. Voilà. OK. Donc ça, c'est Sankofa. Ça, c'est Sankofa, oui. Et il y a aussi Asamba? Voilà, Asamba, ça, c'est
un projet juste magnifique qui en fait a été porté par mon papa. Comme je vous l'avais dit tout à l'heure, il est médecin. Il a un parcours juste exceptionnel. Je ne dis pas ça parce que je savais, mais vraiment exceptionnel. Il a d'ailleurs été récompensé par un prix de la Croix-Rouge pour son œuvre de vie, un prix d'encouragement, en lien avec ce qu'il a créé avec Asamba. Oui, donc c'est un hôpital qu'il a créé, qu'il a co-créé, on va dire, basé sur les besoins de la population, en fait. La population locale, dans son village natal, la population n'avait pas un accès vraiment limité à des soins de santé. C'est une zone rurale, très rurale. Et donc, en 2003, il y a le projet qui se lance full force, mais avant ça, il avait déjà un peu cogité sur la question. Et puis, l'hôpital est fonctionnel depuis 2010. Et puis, là, il y a des jumeaux qui sont nés il n'y a pas longtemps dans l'hôpital. Il y a à peu près 70 naissances par année. Et donc, Asamba, c'est l'association des amis du centre médical de Bannock. OK. Et le centre, il a été rebaptisé CMC Dr Martin Sigam, donc Centre médical communautaire Dr Martin Sigam, de son nom. Ouais. Parce que il est décédé à son décès. Il est décédé maintenant il y a 5 ans. Et il a été enterré dans son centre, dans l'hôpital, et il est là, il veille sur les patients. Que chaque personne ressorte guérie. C'est un peu ça son objectif. Et puis, donc voilà, avec Asamba, l'objectif, c'est vraiment de continuer à soutenir le centre pour se développer. C'est un centre qui est autosuffisant, autofinancé, dans le sens où c'est pas l'association n'est pas là pour payer des salaires, etc. Mais vraiment pour soutenir les infrastructures, le développement de l'hôpital, qui est maintenant un hôpital à part entière avec une maternité et puis bientôt un bloc chirurgical. Wow, c'est vraiment inspirant. Et donc tu t'impliques pleinement aussi là-dedans. Est-ce que tu arrives à trouver, est-ce que vous arrivez à trouver des financements facilement? Est-ce qu'il y a, moi je sais que j'en avais entendu parler via d'autres activités que j'ai à Meyrin, mais à l'époque est-ce que c'est possible que, moi je me souviens du centre médical Bannock. Oui, c'était le nom de l'époque. Et en tout cas j'espère que vous arrivez à trouver des soutiens pour ce projet. Qui mérite justement de se développer un maximum en lien avec les besoins de la population qui doit évoluer aussi. Totalement. C'est bannock.org, si jamais pour les soutiens. Et bon, ce qui est vraiment bien avec ce projet, c'est que il est fiable, il a 10 ans, il a fait ses preuves, et puis il est dans une optique d'émancipation des populations et non pas d'aide humanitaire, de garder les gens en fait dans une relation de dépendance. Donc vraiment, c'est un beau projet, et puis surtout, je suis vraiment fière de ce que mon père a fait et ce qu'il a réussi à mettre en place, parce que 5 ans après son décès, l'hôpital est encore là, les choses fonctionnent, il y a du personnel. Et puis il y a un engouement, il y a des gens qui sont derrière. Donc, oui, vraiment, pour soutenir, www.bannock.org. Et merci infiniment à tous ceux qui soutiennent nos activités avec Asamba et avec Sankofa. Vraiment, c'est pour et avec vous, quoi. On va faire ça ensemble. Yes. Asamba, Sankofa, est-ce qu'il y a une troisième association là que... Après, je suis aussi dans d'autres associations, mais je vais parler juste de ces deux-là. C'est les activités principales. Voilà, maintenant on va donner la force là. Asamba, Sankofa, vous avez panafricanart.org, ça c'est Sankofa, et Asamba c'est bannock.org. Ok. Et si on revient à Bonsoir,
C'est bonsoir ou bonsoir? Bonsoir ou bonsoir, mais surtout pas bonsoir. Tu m'étonnes. Ça, c'est trop méchant. Vraiment, là. La personne qui veut mettre un mot français, Exactement. ce sera bonsoir. Exact. Non. C'est juste parce qu'en fait, c'est un nom qui a tellement de sens. Mm-hmm. Et puis surtout que j'ai dû m'approprier au fil des années, ça n'allait pas de soi, ouais. Que je sois genre surfière de mon prénom. Bah, maintenant, je le suis. Comme quoi, ce qui peut être des fois des obstacles dans nos vies, ce qu'on peut percevoir comme des obstacles, c'est nos forces, en fait. Du coup, c'est en fait un prénom qui déjà représente une population, une langue. Et c'est aussi mon lien avec mon père, un des liens les plus forts avec mon père, parce qu'il disait que quand il voulait écrire ses mémoires, ce serait son nom de signature. Wow. Il aurait signé avec ce nom. C'est pour ça qu'ils m'ont appelé comme ça. Et ça veut dire magie. Donc, en fait, comment te dire? Bah, t'as tout dit, hein. Franchement. Comment te dire? J'ai dû vraiment apprendre à l'aimer, mais là, c'est bon, c'est ancré. Ouais, tu m'étonnes. C'est-à-dire qu'il y a peu de personnes qui peuvent avoir la fierté de se dire que leur prénom veut dire magie. Voilà. Magie / sorcellerie. Ouais, mais bon, ce sont... Non, mais les frontières sont... Les frontières sont minces. Ouais. Si justement tu peux utiliser tous les pouvoirs que ton prénom t'a donné, comment est-ce que tu les appliquerais à ton avenir, à toi? Qu'est-ce que, avec des pouvoirs illimités, tu voudrais faire? Waouh! Bah ouais, attends, c'est la magie. Waouh! Toi, comment on passe de la magie au concret? World peace. Merci, bonsoir. Miss Marie, 2021. Aïe. Ouais, en fait, si là j'avais une baguette magique, je serais dans le empowerment. Je sais pas le mot en français, mais vraiment pour les afrodescendants qui comprennent votre culture. À part ça, c'est une force incroyable. Donc pour raisonner avec mon prénom. Oui. Que c'est un outil de développement personnel, la connaissance de soi. La connaissance de soi, la connaissance de sa culture, de ses origines, et l'intégration de soi dans son environnement, en fait. De faire sens et de faire cohérence de soi dans son environnement. De ne pas être en rupture, d'être en continuité, et avec son environnement, et avec ses origines, et avec soi, en fait. Voilà. Wow. C'est mon message. Ouais, ça me va bien. Ça me va bien. Donc, on a parlé de ce que Bonsoir pourrait faire pour les autres et pour le bien de l'humanité. Dans une large échelle. Mais quelque chose... Est-ce que tu peux me parler de quelque chose un peu plus centré sur toi et qu'est-ce que tu aimerais développer dans un futur proche, je sais pas, comme service, comme projet? Écoute, je suis en ce moment même sur un projet qui s'appelle Nola, ce qui veut dire tradition et transmission en bamileke. Et voilà, le but, c'est vraiment d'être une structure d'empowerment, créer des outils pour et la communauté afrodescendante et les autres personnes de voir les cultures africaines et et l'art africain comme outil de développement personnel, que les marques puissent justement aller puiser dans les cultures africaines pour se développer elles aussi. Donc ça, c'est le projet qui me tient à cœur pour le moment, où je fais des ateliers, du consulting, et puis du conseil curatorial aussi. Tu fais des ateliers à destination de
de tout le monde qui pourrait s'intéresser, qui aimerait se développer. Exactement, toute personne qui veut avoir un peu plus d'accès à ses connaissances. Je t'avais dit, moi j'ai grandi dedans depuis que je suis toute petite, c'est quelque chose que j'ai vraiment comme un privilège et que je vois que d'autres personnes me disent « Ah, ben oui, toi, tu as la chance, tu connais, il y a peu de personnes qui connaissent plein de masques, etc. » Puis je me dis « Mais en fait, je veux que d'autres connaissent. Ouais. » Et j'ai vraiment l'impression que « Knowledge is power ». Et c'est vraiment ma devise aussi avec Nola, c'est « Knowledge is power ». Et Jim Quick, il dirait « It's potential power ». Et après, il faut que tu passes à l'action. Voilà. Ouais. Après, il faut que tu fasses ta recherche, tu passes à l'action. Mais voilà, déjà, communiquer sur ce que je sais et puis et aider les gens et les entreprises à se développer avec une vision culturelle, interculturelle, de dialogue interculturel aussi. Wow, super bien. Je viendrai faire un tour. Ok, génial, merci. Non, c'est vraiment intéressant. Et puis j'aime beaucoup le fait que Nola veut dire à la fois tradition et transmission. C'est-à-dire que c'est ça, le savoir, c'est pas juste pour soi, le savoir, c'est pour que ça diffuse et pour qu'il reste et pour qu'il vive. Exactement. Et une chose qui, pour moi, est fondamentale à comprendre aussi par rapport à la tradition, quand je dis tradition, je pense que ça s'appelle Sandra Kenderdine, qui dit que la tradition doit être réappropriée chaque fois. C'est quelque chose de tellement dynamique que chaque génération crée la tradition. Donc, elle l'a pas dit dans ces termes-là, il faut que je retrouve. Mais en tout cas, moi, je suis sûre dans ma posture que quand je dis tradition, ça veut pas dire passé, simplement. C'est pas figé. Voilà, ça veut dire que, tout comme l'histoire, je vois comme le passé, le présent et le futur. Ouais. Et Sankofa, ça incarne aussi ça. Et je pense que tout ce que je fais, que ce soit associatif, que ce soit professionnel, académique, ça rejoint toujours cette lignée-là d'harmonisation entre le passé, le présent et le futur. Merci beaucoup, Bonsoir. On va terminer. Je te dis déjà un premier merci, après je te dirai un vrai merci. Et on va terminer par 2 questions rituelles. La première, c'est est-ce que tu penses qu'il y a une communauté afrodescendante à Genève? Et si oui ou non? Enfin, si oui, penses-tu en faire partie? Écoute, je pense qu'il y a des communautés afrodescendantes à Genève. Je pense qu'il y a les afrodescendants qui font communauté à travers leurs expériences communes. Et puis leurs expériences communes, c'est lié à plein de couches. Ça peut être à travers... comme nous, les Bamilékés, on a grandi ensemble. Plusieurs Bamilékés de la région, on a grandi ensemble et on a fait communauté ensemble. Ça peut être... les gens qui ont les références communes des lieux où on allait à l'époque, etc., qui ont grandi à Genève. Et après, il y a les gens qui ont des expériences communes de vivre en tant qu'afrodescendants dans une société où il n'y a pas que des afrodescendants. Et toi, tu fais partie de et je fais partie de tout ça et je crée ma communauté aussi au quotidien. Et je fais partie de ma communauté, ouais. Ok. Et puis enfin, pour terminer, donc toujours dans la même optique et puis dans la même tradition de transmission, est-ce qu'il y a une femme ou un homme afrodescendant dont tu aimerais parler pour justement le mettre en valeur auprès des auditeurs? Là ou là. Ma maman et ma mère, step one. Juste parce que vraiment, elle est impressionnante. C'est vraiment une femme impressionnante. Et en fait, j'ai beaucoup de femmes dans mon entourage qui sont genre juste oh my God, et que j'ai l'impression qu'elles m'ont vraiment donné beaucoup de clés. Mais pourquoi ma maman? C'est parce que c'est quelqu'un qui à 40 ans avec plusieurs enfants s'est élevé puis allait faire un MBA. C'est quelqu'un qui apprend sans cesse,
qui me soutient sans cesse, qui pousse les gens et dans l'ombre et surtout qui voit le potentiel chez les personnes et qui est là, genre, c'est un motivational speaker et elle trouve des solutions. Ouais. Elle est orientée solution. Et donc, je trouve que c'est vraiment une force pour nous qui sommes autour d'elle de se dire, il n'y a pas que des problèmes, il y a surtout des solutions. Mm-hmm. Et c'est quelque chose que tu as bien intégré. Oui. Ouais. Oui. Donc, big up, maman. Comment elle s'appelle comment? Elle s'appelle Claudine Sigam. Merci Claudine Sigam. Big boss. Big boss. Merci à elle et merci à toi. Merci pour tout ce qu'on a pu échanger. Merci pour la densité de ton parcours et les rigolades et la sincérité. Vraiment, je suis vraiment très très content d'avoir pu passer ce moment avec toi. À chaque fois que je pense à inviter une personne, j'en parle et puis on est soutenu dedans et l'effet, il est toujours pour moi très très inspirant et ça me remplit de bonheur. Donc merci beaucoup. Moi, je suis vraiment reconnaissante de cette opportunité. Et puis de revoir des têtes que je connais. Et puis d'être là avec vous. Ouais, vraiment. Merci beaucoup.